Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale chaque dimanche en direct à partir de 11 h sur la RTB. Et c'est avec les meilleurs éditorialistes et analystes de la presse au Burkina Faso. Ce matin, 3 sujets de débat. D'abord, la visite du ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, en Côte d'Ivoire. Zéphirin Diabré qui aurait rencontré l'ancien président Blaise Compaoré pour évoquer le retour de ce dernier au Bercail. Blaise Compaoré sera-t-il vraiment de retour? Que se sont dit les deux hommes, notamment Zéphirin Diabré et Blaise Compaoré, au cours de cette rencontre? Ce retour de Blaise Compaoré sera-t-il conditionné? On en parle ce matin. Et ce matin également, ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et la toile et où on voit des présumés djihadistes dévissés avec des populations dans certaines régions du Burkina, vidéos dans lesquelles ces djihadistes expliquent le bien fondé de leur djihad. Et pourtant, l'armée qui affirme avoir mené plusieurs opérations au nord du Burkina Faso, des opérations qui ont permis de récupérer des pans du territoire aux mains des djihadistes. Que comprendre donc de cette propagande de part et d'autre? Est-ce une nouvelle stratégie des djihadistes qui consiste à endormir les consciences et mieux revenir à la charge? On en parle avec nos invités et avec nos invités. Cette affaire de mosquée à Pazani, dans la capitale burkinabé, et la décision du gouvernement burkinabé de retirer le terrain litigieux et le réattribuer à la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso. Une décision critiquée de part et d'autre, y compris par les musulmans. Pourquoi le gouvernement burkinabé prend-il des libertés dans le respect des décisions de justice? Faut-il craindre une autre crise après cette décision du gouvernement burkinabé? On en parle donc avec nos invités. Et nos invités, c'est Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Boukari Ouoba de Mutation. Bonjour Boukari. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à débat de presse ce matin, Dabadi Zumbara des éditions Le Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour. Merci d'être là pour les débats. Et puis enfin, Albert Nagrego est le patron de Libre Info. Il est éditorialiste et analyste politique. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Bonjour. Justement, on va d'ailleurs même commencer avec vous et avec cette visite de Zéphirin Diabré en Côte d'Ivoire pour la première fois depuis son départ en exil. L'ancien président Blaise Compaoré a été reçu par un officiel du gouvernement burkinabé, si on peut le dire ainsi, puisque c'est une visite officielle du ministre en charge de la réconciliation nationale à Abidjan. Et au cœur des discussions, c'était notamment l'éventuel retour de l'ancien président Blaise Compaoré au Bercail, mais aussi les affaires dans lesquelles il est impliqué. Comment vous analysez cette actualité? Oui, merci. Mais avant de commencer, peut-être Fousseni, pour nous les médias, les journalistes, on a cherché à savoir dans les coulisses, on s'est dit qu'il y a eu une rencontre entre Zéphirin Diabré et l'émissaire du président Kaboré, mais officiellement pas, parce que la présidence ivoirienne a dit que Zéphirin Diabré est à Abidjan pour remettre un message du président Kaboré. C'est de la coopération qu'ils doivent parler. Alors que, hormis le programme officiel, on sait très bien qu'il y a eu cette rencontre-là. Donc, on peut dire que la rencontre entre Blaise Compaoré et Zéphirin Diabré ne s'inscrit pas dans le cadre officiel de la visite. Mais, normalement, vous le dites si bien, depuis son départ de Ouagadougou en 2014, c'est la première fois qu'on entend qu'un officiel burkinabé a pu le rencontrer dans les coulisses pour échanger également sur comment les choses vont se passer à l'avenir. Naturellement, on nous dit qu'au menu, c'était la question de son retour au Burkina Faso, les conditions dans lesquelles il devait revenir, parce qu'on est tous dans le processus de la réconciliation. Et le ministre Diabré avait annoncé que très bientôt, ce sera le Forum national la date sera connue pour le Forum national de la réconciliation. Est-ce que c'est pour autant qu'il est allé à Abidjan et rencontrer Blaise Compaoré? On peut bien dire qu'autour de ça, il peut y avoir d'autres questions, y compris le retour, mais il y a aussi d'autres raisons qu'on ne nous dit pas officiellement. C'est peut-être cette pression d'Abidjan aussi qui veut que Ouagadougou récupère ou organise le retour de Blaise Compaoré, parce qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution politique en Côte d'Ivoire, ce n'est plus évident de garder un exilé aussi, on va dire, de l'importance de Blaise Compaoré.
Mais ce qu'on ne nous dit pas aussi, c'est aussi l'état de santé qui est dégradant de Blaise Compaoré qu'on refuse de nous dire parce que pour certaines indiscrétions aussi, il y a ce volet humanitaire là qui est là aujourd'hui parce qu'il a un état de santé qui est beaucoup dégradé et qu'il faudrait voir comment ensemble trouver des solutions pour offrir, on va dire, de meilleures conditions encore à Blaise Compaoré. Pour certains même, c'est même pas évident qu'en cas de procès, on puisse retrouver celui-là qu'on souhaiterait voir dans un dossier comme Thomas Sankara s'exprimer, se défendre. Donc, l'un dans l'autre, il y a la question de la réconciliation, il y a la question également, si on peut le dire, en griffe humanitaire, mais il y a aussi cette question de dossier de Thomas Sankara, dossier justice. Même si là, je reste un peu dubitatif parce que je vois mal à l'aise l'exécutif en train d'aller voir quelqu'un pour dire de rentrer parce qu'il y a un dossier de justice qui vous attend. Moi, je vois beaucoup plus la question de la réconciliation et puis la question humanitaire. On peut bien se poser la question, est-ce qu'après Abidjan, Zéphirin Diabré ira aussi au Canada? Parce que là aussi, il y a quand même un exilé politique important qui peut faire partie aussi de la réconciliation nationale. Oui, vous l'avez dit, Albert, on peut rester sur notre soif par rapport à la communication du gouvernement burkinabé, même par rapport à cette visite. On va y venir. Et d'ailleurs, je déplore cela parce que si effectivement la rencontre entre Zéphirin Diabré et entre Blaise Compaoré et Zéphirin Diabré a eu lieu, pour une telle rencontre, une telle circonstance, qu'elle soit officielle ou non, pas, il faut forcément communiquer. Les Burkinabés ont besoin de savoir. Parce que vous savez que très bien, depuis le séjour de Zéphirin Diabré à Abidjan, vous avez vu que dans l'opinion, ça revient, le sujet revient. Blaise Compaoré et Zéphirin Diabré se sont rencontrés, ils se sont dit ceci, ils se sont dit cela. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est quand même un sujet très important que le gouvernement gagnerait à communiquer là-dessus. Parce qu'il n'y a pas aussi que Blaise Compaoré, il y a Salif Lamoussa Kaboré, il y a René Emile Kaboré, il y a Assimi Kwanda, tout cela, il faut nous parler. Oui, Abdoulaye Bari, votre réaction par rapport à cette actualité concernant cette supposée rencontre de Blaise Compaoré et de Zéphirin Diabré pour parler du retour de Blaise Compaoré au Bercail? Bon, il n'y a pas de supposée rencontre. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale du Burkina est allé en Côte d'Ivoire où il a rencontré donc l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré en présence du président Alassane Ouattara et en présence de quelques collaborateurs de l'ancien président Blaise Compaoré. C'est une suite logique d'un engagement politique. Le président du Faso, le président Kaboré, avait annoncé lors de la campagne présidentielle à Généaré que lorsqu'il sera élu, il allait faire rentrer l'ancien président Blaise Compaoré dans les 6 mois. Donc et ensuite, quand il a été élu, il s'est lancé donc dans la voie de la réconciliation nationale en nommant un ministre d'État en charge de la réconciliation nationale qui est en train de dérouler, même s'il n'est pas connu, une feuille de route. Donc cette visite à Abidjan s'inscrit donc dans cette logique de la réconciliation nationale. C'est une rencontre de prise de contact avec Blaise Compaoré. Il ne s'est pas agi à Abidjan, en tout cas selon nos informations, d'aller discuter des questions juridiques ou judiciaires, des questions de format de retour de Blaise Compaoré, mais il s'agit d'une prise de contact avec l'ancien président Blaise Compaoré, qui est un acteur majeur, si on le veut bien, dans le processus de réconciliation nationale dans lequel le Burkina s'est alors engagé. Évidemment, il devrait donc logiquement y avoir d'autres rencontres, d'autres visites du ministre Diabré à Abidjan parce que cette rencontre n'est qu'une rencontre de prise de contact et ensuite on va approfondir ce processus de réconciliation avec d'autres visites en se penchant sur le format parce qu'il y a d'autres obstacles à ce retour, notamment la question de la justice, mais j'espère qu'on va en parler. Donc c'était une rencontre de prise de contact qui, à mon avis, est logique et normale parce qu'on est engagé dans le processus de la réconciliation. Oui, Boukari Bouba, donc on comprendrait mal pourquoi le retour d'Abidjan, le ministre en charge de la réconciliation nationale n'a pas certainement communiqué autour pour couper court à toutes les rumeurs qu'on peut avoir sur cette question, alors que c'est une question fondamentale et centrale pour notre vivre ensemble aujourd'hui au Burkina Faso. Oui, certainement une stratégie de communication du gouvernement qui n'est forcément pas la bonne stratégie. Vous savez, en matière de communication, on a toujours critiqué ce gouvernement, le fait de ne pas forcément être très transparent sur un certain nombre de dossiers. Et ce dossier de la réconciliation, je crois que là encore, on va mettre ça dans le panier des questions qu'on dit sensibles. Donc, un certain nombre d'actes, de gestes vont être posés et on va vouloir les poser dans l'ombre. Donc, alors qu'aujourd'hui, c'est difficile de cacher. Donc, je crois que l'information va tôt ou tard être révélée au grand public. Déjà, la mission de Zéphirin Diabré, on l'a su très tôt, qu'il se rendait en Côte d'Ivoire.
bien qu'on disait sur les médias occidentaux, les médias étrangers, on a eu pratiquement même des détails parfois les plus croustillants de cette visite. Donc, comme je l'ai dit, on ne peut rien cacher et il faut que le gouvernement essaie véritablement de jouer la carte de la transparence. Ça va davantage rassurer les uns et les autres. Et je crois que une telle visite, elle était plus ou moins normale, elle était attendue. Donc il n'y a pas de raison que le ministre d'État en charge de la réconciliation se rende en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette affaire-là, de ce dossier-là, et qu'on veuille tenir les choses au secret. Pour moi, ça ne se justifie pas du tout. On a fait croire que c'était juste pour aller remettre une lettre donc, au président Alassane Dramane Ouattara. Et là aussi, j'ai dit, quel que soit le contenu de la lettre, ça est en rapport avec la réconciliation nationale, c'est un rapport éventuellement avec la question de Blaise Compaoré. Parce que Zéphirin Diabré n'est pas n'importe quel ministre. Il y a des ministres qui peuvent bien effectuer ce genre de mission lorsqu'il s'agit d'autres affaires de coopération. Mais le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, il a un dossier très spécifique qui n'a pas le temps de se disperser à s'occuper d'autres affaires que bien d'autres ministres. D'ailleurs, il n'est pas le seul ministre d'État. Si c'est parce qu'on voulait avoir voilà, quelqu'un de bien élevé dans l'exécutif, il n'est pas le seul ministre d'État, un autre ministre aurait pu effectuer la mission. Donc si ça a été la personne de Zéphirin Diabré, c'est sans doute en rapport avec la réconciliation nationale. Et cela avait aussi un rapport donc, avec le président Blaise Compaoré. Donc tout ce qui s'est dit autour de cette question-là, je crois que c'est bien fondé. Effectivement, les deux hommes se sont rencontrés. Je ne sais pas quelle est la terminologie qu'il faut bien utiliser. Vous avez parlé de Zéphirin Diabré qui a été reçu par Blaise Compaoré, ou bien c'est Blaise Compaoré qui a reçu Zéphirin Diabré. C'est l'un ou l'autre, mais je crois que c'est Zef qui allait pour rencontrer donc Zéphirin Diabré par l'entremise du président Alassane Ouattara. Donc ça ne pouvait pas se faire sans le président ivoirien. Et on attend qu'on puisse nous dire les prochains jours, véritablement dans une communication beaucoup plus officielle, ce qui est en train de se tramer par rapport à ça. Barry l'a rappelé ici parce que le président Kaboré a pris un engagement, c'est de faire revenir Blaise Compaoré au pays dans les 6 premiers mois après son élection. Donc au 30 juin, à la date du 30 juin, le président Blaise Compaoré devait être de retour au pays si Roch veut bien respecter son engagement. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui, on soit en train certainement de mettre un peu de pression, de vitesse donc, dans les missions du ministre en charge de la réconciliation nationale. Donc à cela, il faut aussi ajouter de la transparence et une très bonne communication. Je crois qu'à ce niveau, le gouvernement a du travail. Davadi. Oui, avec cette rencontre entre Jeff et Blaise Compaoré, on peut y dire qu'effectivement, lentement mais sûrement, le processus de réconciliation est en train de se mettre en place. Et c'est tant mieux pour les Burkinabés parce qu'il faut quand même reconnaître que la question de la réconciliation est très préoccupante et les Burkinabés ont besoin de se pardonner pour effectivement pouvoir avancer. Et bon, c'est vrai, je suis d'accord avec mes confrères que même si on n'a pas voulu associer la presse, peut-être compte tenu de certains paramètres, on aurait pu quand même, après la rencontre, faire un point ou un communiqué pour qu'on puisse avoir véritablement. Et on n'a pas dit de rentrer forcément dans tous les détails, mais qu'on puisse avoir une information assez limpide. Parce que quand on ne le fait pas, ce sont les réseaux sociaux. Et finalement, on ne sait pas où se trouve la vérité. Et ça, il faut quand même le déplorer. Mais bien sûr, ça n'a pas empêché la presse d'en parler. Exactement. Ceux qui sont peut-être les organes de presse qui étaient sur place ont dû effectivement, à travers les contacts, avoir quand même certaines informations. Et c'est plus ou moins ces informations que nous découvrons sur la toile. Mais je pense que c'est clair, même si on n'a pas le contenu véritable de ces échanges, il faut reconnaître que certainement il s'est agi d'échanger naturellement sur les conditions de retour au pays de Blaise Compaoré. Comme vous le savez très bien, c'est un engagement, comme certains l'ont dit, mais cet engagement ne peut aussi se faire que s'il intéresse lui-même la volonté de rentrer. On peut vouloir créer les conditions pour que quelqu'un puisse regagner son pays, mais si l'intéressé ne veut pas, ce n'est pas possible non plus. Et le cas de Blaise Compaoré est d'autant plus complexe qu'il vient d'être mis en examen dans l'affaire Thomas Sankara. Et donc, ce n'est pas évident. Et le souhait de l'ensemble, ou sinon de la majorité des Burkinabés, est qu'il puisse rentrer et puis témoigner parce que sa contribution pourrait contribuer à la manifestation de la vérité. Mais c'est là on peut être sûr d'une chose, Blaise Compaoré ne le fera que lorsqu'il aura en tout cas un certain nombre de garanties
non seulement pour sa sécurité, mais aussi pour le déroulement peut-être éventuel du procès. Donc je pense que ce sont des questions qui doivent être abordées. Et il faut effectivement arriver à ficeler bien les choses avant peut-être de s'adresser à la presse. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Peut-être que Dabadi, qu'entre-temps, Blaise Compaoré aurait pris la nationalité ivoirienne. Donc, tout à fait. Ça pourrait peut-être compliquer la tâche. Exactement. Voilà. Toutes ces questions, effectivement, il faut en débattre. Mais je pense que là-dessus, en tout cas, si on s'en tient à l'avis des juristes, il n'y a pas véritablement d'obstacle en ce qui concerne le fait que Blaise ait pris la nationalité ivoirienne. Il y a effectivement des accords dans ce sens pour que la Côte d'Ivoire puisse extrader ses ressortissants au Burkina. Mais bon, je dis bien, c'est un avis de certains. On verra si effectivement c'est réel ou bien si c'est de la com. Bon, on a serré. Mais je pense que Blaise Compaoré, à mon avis, en tant qu'officier de l'armée, il a quand même intérêt à prendre part active au processus. Oui, même s'il ne l'est pas, il a été, et c'est déjà quelque chose. Donc je pense quand même que de ce point de vue, il doit prendre part activement au processus de réconciliation, c'est d'autant que les dossiers emblématiques qui doivent être vidés pour permettre justement au Burkinabé d'aller vers une véritable réconciliation ont pris naissance sous son régime ou pendant qu'il cogérait le pouvoir. Je pense bien sûr au dossier Norbert Zongo, au dossier Thomas Sankara. Bon, certainement qu'il y a bien d'autres dossiers, mais moins emblématiques. Et je pense que c'est l'occasion pour moi, pour Blaise Compaoré, de se racheter, parce que on a effectivement essayé d'organiser une journée nationale de pardon en 2001, qui n'a finalement pas produit les effets escomptés. Donc, tout simplement parce qu'à l'époque, il faut bien le dire, il n'y a pas eu de sincérité et il n'y a pas eu de courage d'aller jusqu'au bout en ce qui concerne l'application des recommandations qui avaient été formulées par le Codex des chartes, qui avait fait un très beau travail, mais qui finalement est resté dans les tiroirs sans suite. Et donc, je pense que c'est une occasion, en tout cas pour moi, pour beaucoup d'acteurs qui sont concernés par la réconciliation, notamment Blaise Compaoré lui-même, de pouvoir apporter les parts de contribution et pour que véritablement, on puisse se réconcilier et puis aller de l'avant. Oui, Barry, vous l'avez dit quand vous avez eu la parole tout à l'heure, vous parlez de prise de contact entre le ministre en charge de la réconciliation nationale du Burkina, Zéphirin Diabré, et Blaise Compaoré, ancien président du Burkina. Mais de ce qui nous revient, selon nos sources, la rencontre est allée un peu plus au-delà, où ils ont discuté de retour de l'ancien président, mais aussi de certains dossiers emblématiques qu'évoque Dabadi. Est-ce que, juste pour la forme diplomatique, on peut dire que c'est une prise de contact, mais dans le fond, on peut aller plus loin, d'autant plus que également ces sources ne sont pas des sources discrètes ni secrètes. Bon, vous avez en partie raison, mais avant, je voulais revenir sur la communication. En fait, en l'espèce, le gouvernement n'est pas obligé de communiquer. Et ne pas parler, ne pas donner l'information aux journalistes, c'est une forme de communication. Par exemple, si on est dans un contexte de la Covid, par exemple, le gouvernement est tenu de communiquer pour sensibiliser les gens, voilà comment il faut se comporter, les mesures barrières. Mais on est dans la gestion d'une question qui peut être sensible, c'est le retour de Blaise Compaoré, c'est la première rencontre avec l'ancien président. À mon avis, le gouvernement... Abdoulaye Barry, on va essayer d'échanger. À ce niveau, peut-être ce qu'on n'arrive pas à comprendre du gouvernement burkinabé, c'est que pratiquement toutes les informations qui ont filtré de cette rencontre, ce sont les médias internationaux qui nous ont informés. C'est vrai que peut-être leur responsabilité sociale n'est pas la même que les médias nationaux, mais il aurait fallu que de retour, le ministre puisse faire un point de presse pour dire quelque part. Est-ce que là également, il n'a pas raté le coach de la communication? Est-ce que les médias internationaux sont passés par le gouvernement pour communiquer? Mais les médias, ils sont indépendants. Oui, nous sommes indépendants, donc nous cherchons l'information. Le gouvernement n'a pas envoyé un communiqué aux médias internationaux, à mon avis. Non, mais en fait, moi, ce que je voudrais dire ici, la question que Barry évoquait, je suis tout à fait d'accord, mais ici, on a un autre niveau de débat qui est très élevé, c'est la réconciliation nationale aujourd'hui, qui occupe presque le quotidien de
burkinabés, on peut le dire ainsi. Il y en a ceux qui sont pour, ceux qui pensent que ce n'est pas aujourd'hui une nécessité, la réconciliation. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut travailler à aller à la réconciliation vite. Donc c'est une question principale, comme la question de l'insécurité aujourd'hui dans les différentes régions du Burkina. On ne devait pas faire de tabou autour de ce sujet-là. Si la rencontre entre Blaise Compaoré et Zéphirin Diablé a eu lieu, naturellement, que ce soit un point de presse, que ce soit une communication bien organisée, officielle, on le fait. On n'a pas dû démontrer Blaise Compaoré aujourd'hui dans quel état il est avec le président Alassane Ouattara ou avec ses collaborateurs, mais dire au Burkinabé qu'il y a eu rencontre déjà entre Blaise Compaoré et Diabré, ça montre que la réconciliation a encore franchi un pas de plus dans son processus. Mais le garder comme ça, faire un tabou... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Le faire est une bonne chose, mais ne pas le faire n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime, mais ça contribue encore à mettre du doute. Ne pas communiquer, ne pas parler est une forme de communication. Mais il nous revient en tant que journaliste d'aller à l'information et de la porter sur la place ce que nous voulons ici, c'est que les choses soient faites clairement et qu'on avance tous ensemble. Nous, c'est qui? Quand je dis nous, que ce soit les journalistes, que ce soit les journalistes, que ce soit les Burkinabés de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, cette réconciliation, elle concerne les acteurs politiques, la société civile, que ce soit les leaders d'opinion, les religieux et même médias, parce que ça fait partie du traitement de notre information au quotidien aujourd'hui. Donc si au Burkina, on doit organiser une réconciliation, un forum, très bientôt, et que tout le monde s'accorde à dire que Blaise Compaoré peut faire partie des pièces maîtresses de cette réconciliation, s'il y a une rencontre, il faut officialiser et le dire. On ne vous dit pas de déballer votre sac. Ce que vous êtes allé vous dire là-bas dans le coup, on ne dit pas. Dit au Burkinabé que dans le cadre de la réconciliation... On se comprend sur cette question. Oui, dans le cadre de la réconciliation... Informer est une bonne chose, mais ne pas informer n'est pas un frein aux journalistes d'aller à l'information. Justement, ce n'est pas un frein. Même moi qui parle aujourd'hui Libre Info, on en a parlé. Moi, j'ai cherché à savoir ce qui s'est passé. On nous a fait savoir que la rencontre a eu lieu entre Alassane Ouattara et Blaise Compaoré avant même la rencontre, l'audience officielle à la présidence ivoirienne. Le lendemain, il a reçu les trois, les Assimi Kwanda, la Moussa Kaboré et René-Émile Kaboré également. Donc ça, on est allé à l'information. Mais cela ne dédouane pas le gouvernement de faire une communication de façon officielle. Mais c'est vrai que c'est une déclaration pour dire, dans notre processus de réconciliation, nous avons déjà commencé à rencontrer peut-être certains exilés politiques. Non, cette exigence, moi, je ne la comprends pas. Non, c'est juste pour rendre le processus transparent, c'est tout. Mais on sait que le gouvernement a toujours péché dans la communication. Donc moi, ce qui fait que cette fois-ci, ça ne m'étonne pas, ça ne sort pas de subjectif. Oui, justement, j'ai dit ça ne m'étonne pas. Oui, mais on s'attendait encore beaucoup mieux à une communication organisée. Je l'ai dit dès l'entame de mon propos que c'était une stratégie de communication du gouvernement. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise, mais nous avons l'habitude de critiquer le gouvernement par rapport à sa communication. On sait que le ministre d'État Zéphirin Diabré, depuis sa prise de fonction, il fait des rencontres. Il reçoit beaucoup de personnalités. Au niveau national, pratiquement toutes les rencontres ont été médiatisées. Vous comprenez? Donc, on a l'impression que c'est une suite logique. Après avoir rencontré tellement d'acteurs importants au niveau national, il est allé en Côte d'Ivoire, il a rencontré le président Blaise Compaoré. On ne l'a pas dit en partant d'embarquer dans son jet des journalistes burkinabés, pas du tout. Mais il peut avoir une communication officielle de la part du gouvernement, non pas à l'intention de la presse, ce n'est pas à nous les journalistes que le gouvernement informe, c'est à son opinion. Tout ça pour éviter quoi? C'est pour éviter un peu toutes ces polémiques-là qu'on va faire autour du sujet. Les gens commencent déjà à douter de cette réconciliation nationale. On dit on veut faire une réconciliation nationale pour sauver la face de Blaise Compaoré. Donc on envoie un émissaire qui part rencontrer Blaise Compaoré et on ne dit rien aux gens. On ne sait pratiquement rien de ce qu'ils se sont dit, sauf effectivement ce que la presse nous donne, que ce soit la presse nationale ou internationale. Donc, on va mettre de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il va y avoir du mouta-mouta dans cette réconciliation. Je pense que ce serait bien pour le gouvernement de communiquer, mais très sobrement. Il y a une façon de communiquer, c'est de donner l'information de façon officielle. À l'initiative de sa communication. Peut-être que nous sommes très pressés. Il est fort probable que le gouvernement ait prévu ça dans son agenda. Il n'est même pas exclu qu'à l'occasion d'un conseil des ministres, il y ait une communication orale. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, à l'occasion d'une visite en Côte d'Ivoire, a eu une entrevue avec l'ancien président Blaise Compaoré. Et puis ça suffit. Donc c'est cette information-là qu'aujourd'hui, on n'a même pas. Donc c'est tout ce qu'on va dire aujourd'hui, ça reste officieux, hein? Ça reste officieux. On a beau avoir nos sources qui sont crédibles, tant que ça ne vient pas donc d'une voie officielle et autorisée, c'est difficile aujourd'hui d'accorder un crédit pleinement à ces actions-là. Je suis parfaitement d'accord avec ce que Ouba vient de dire, parce que nous sommes dans un contexte où on veut l'adhésion de l'ensemble des Burkinabés au processus.
Par conséquent, il faut effectivement communiquer suffisamment à chaque étape. Et c'est très important. Je pense que quelqu'un l'a dit, même au niveau national, les OSC, etc., les fêtières d'organisation de ceci ou de cela, Zéphirin Diabré les a rencontrés, ça a été médiatisé. Donc, Blaise Compaoré, quand même, n'est pas n'importe qui. C'est un acteur majeur, comme quelqu'un l'a dit, dans le processus de réconciliation. Donc, sa rencontre, naturellement, doit effectivement nécessiter une communication, même si elle, comme je le disais, pour des questions peut-être de stratégie, on peut ne pas aller loin dans cette communication. Mais l'avantage, c'est que ça permet effectivement de canaliser l'information et de canaliser plus ou moins, j'allais dire, la façon de voir le processus, le déroulement du processus. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, bon, chacun y va de ses commentaires. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, on est en train de tout dire sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent, bon voilà, ils sont en train de vouloir faire venir Blaise Compaoré, on veut lui faire bénéficier de l'impunité, c'est ceci, c'est là. Donc je pense qu'il faut couper court. Zéphirin Diabré a toujours communiqué. Certainement que ça va venir, peut-être qu'on est pressé, comme on l'a dit, parce qu'avec le week-end, et peut-être que ce n'est pas, peut-être qu'on aura une communication là-dessus. Mais je pense que c'est vrai, ne pas communiquer n'est pas un crime, mais communiquer c'est encore mieux parce que ça permet, comme je l'ai dit, de rassurer et de soutenir davantage les Burkinabés par rapport au processus. Oui, Barry, pour terminer sur ce sujet. Enfin, pour moi, sur cette question, l'enjeu majeur de la visite donc, du ministre d'État à Abidjan est de savoir qu'est-ce que ça augure dans la suite du processus de réconciliation lancé par les Burkinabés. Ils peuvent communiquer, ils peuvent ne pas communiquer. Pour moi, l'enjeu ne se situe pas à ce niveau. C'est la première fois, vous l'avez dit en introduction, qu'un officiel burkinabé se rend à Abidjan où Blaise Compaoré séjourne depuis 2014 pour rencontrer l'ancien président qui est quand même un des acteurs majeurs dans le processus de réconciliation nationale. Pour moi, c'est un élément important. Ça prouve que désormais, le gouvernement burkinabé est en train de donner corps à une idée politique qui a été lancée donc pendant la campagne présidentielle. Comme je l'ai dit, le président Kaboré a dit que lorsqu'il sera élu, il va faire revenir Blaise Compaoré au Burkina Faso et la réconciliation nationale a été lancée avec ce que ça peut comporter de faiblesses et d'insuffisances humaines. Mais désormais, avec cette visite-là, on peut se dire que les nuages sont en train de se dégager un peu, on voit un peu l'horizon et le retour de Blaise Compaoré pourrait être dans les jours à venir. Mais ça ne nous empêche pas d'analyser aussi les obstacles liés à l'arrivée de Blaise Compaoré parce qu'il y a d'autres obstacles qui sont liés aux aspects judiciaires, notamment la poursuite de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est donc poursuivi par la justice burkinabé dans l'affaire Thomas Sankara. Comment le faire revenir au Burkina dans le cadre de la réconciliation nationale alors que la justice ne prévoit pas de passerelle pour donner une liberté à Blaise Compaoré au Burkina Faso? Qu'est-ce que le gouvernement entend faire en faisant revenir Blaise Compaoré alors qu'il est poursuivi par la justice, alors que sa santé ne lui permet pas aujourd'hui de tenir un procès au Burkina Faso, sauf à le faire comme Hosni Moubarak en Égypte? Pour moi, les enjeux résident là et comment on peut résoudre ces questions, sachant bien que Blaise Compaoré, sa santé ne peut pas lui permettre de tenir un procès aujourd'hui. Le week-end du 18 avril, il était en clinique à Abidjan, il est sorti le lundi, c'est-à-dire 3 jours après. Et ceux qui l'ont rencontré parlent d'un homme affaibli qui a même une fuite énorme de mémoire. Il n'a pratiquement pas la mémoire, en tout cas selon des sources proches de la présidence ivoirienne. Donc pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir comment Blaise Compaoré, on peut régler la question de Blaise Compaoré dans le cadre de la réconciliation nationale qui est une question politique et en conciliant cette question politique avec les aspects judiciaires parce que Blaise Compaoré est poursuivi au Burkina Faso. Okay. Et ce serait l'occasion d'un autre débat certainement quand le ministre en charge de la réconciliation voudrait bien communiquer et donner tous les contours de cette information. On va passer rapidement au second sujet, Boukari Ouba. Ce matin, ces opérations de l'armée burkinabé dans la région du Nord qui ont permis de récupérer des communes aux mains des terroristes, mais en même temps aussi cette nouvelle stratégie des terroristes d'aller au contact des populations. On a vu ça dans plusieurs vidéos où il rassure ces populations de la démission de l'État, mais aussi du bien fondé de leur djihad. L'un dans l'autre, comment vous comprenez ces propagandes?
Bon, vous parlez d'actions qui ont permis de récupérer des communes, des parties du pays, alors que l'État burkinabé n'a jamais déclaré avoir perdu ou cédé une quelconque partie du territoire. On a dit nous allons nous battre, d'ici-nous tous y laisser nos vies. Et je crois qu'on est toujours dans cette perspective de combat-là. Mais c'est juste, il y a eu effectivement des actions de l'armée burkinabé. On l'a appris avec des résultats. Je crois que c'était une réaction tout à fait normale. Ça fait un peu plus d'une semaine que nous suivons voilà, une situation un peu qui se dégrade, que ce soit à l'est, que ce soit dans le Sahel, où il y a des attaques donc, des populations civiles. On a l'impression que c'est un retour en force donc, des terroristes, avec pratiquement la même méthode, mais encore avec la même sévérité lorsqu'on s'en prend à des populations, à des cibles vraiment inoffensives, voilà, sans défense. C'est vraiment cruel. Donc il fallait s'attendre à une réaction de l'armée burkinabé, c'est ce qu'on a pu observer. Et maintenant, par rapport à l'autre sujet, qui est donc ces rencontres entre les groupes armés ou groupes terroristes avec les populations, ce n'est pas tout à fait nouveau, sauf que ça a pris une autre dimension, beaucoup d'ampleur. Sinon, on sait que depuis longtemps que ces terroristes ont commencé à s'installer, ils avaient des contacts avec les populations locales et ils partaient rassurer ces gens-là. Écoutez, on n'est pas contre vous, on est contre l'administration voilà, publique, on est contre les forces de défense et de sécurité, il y a telle chose qu'on n'aime pas, tant que vous ne faites pas ceci ou cela, vous ne serez pas en conflit avec nous. Donc ça se faisait depuis. Mais de plus en plus, on voit que c'est des rencontres, c'est comme si c'était des forats, des audiences foraines, où effectivement on a un groupe de terroristes qui vient, qui rassemble des populations, donc ils sont en terrain conquis pratiquement, et qui prêchent un message, et les populations qui sont là, qui acquiescent, hein, à la limite, c'est comme si on ne signe pas une sorte de pacte pour dire, bon voilà, voici désormais comment est-ce que les choses vont se passer. Et ça, je crois que c'est inquiétant. Je crois que par rapport à ça aussi, on n'a pas encore eu une communication officielle qui nous dit exactement ce qu'il en est. C'est des vidéos que nous avons, ce sont nos analyses personnelles. Et je crois que ça va nécessiter une réaction de la part de l'autorité, soit politiquement ou militairement. Il faut bien faire quelque chose pour que cesse cette collision qu'on est en train de voir entre les populations et puis les groupes armés. Oui, et Dabadi Zoumbara. Oui, moi je dis que c'est une action qu'il faut saluer. Pourquoi? Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les ingénieurs du mal sont passés à une vitesse supérieure en communiquant de façon plus massive et directe avec les populations. Et donc, ces jugements ont quand même choqué beaucoup de Burkinabés de savoir que ces éléments qui se camouflaient aujourd'hui agissent à visage découvert, ils se filment, voilà. Bon, il n'y a plus de peur en quelque sorte. Et c'est un message qu'ils ont effectivement laissé aux populations. Mais je pense que la réaction de l'armée est aussi une forme de communication à travers l'action. Aujourd'hui, les populations de Koumbri, par exemple, ne peuvent plus dire que l'État les a abandonnés. Et donc, je pense qu'il le fallait quand même pour rassurer plus ou moins les populations de cette partie du Burkina. Alors, moi, je dirais qu'il était effectivement temps de siffler la fin de la récréation, si on peut le dire ainsi, parce que ces propagandes risquaient d'avoir un effet psychologique sur les populations. Mais en même temps, je pense que la montée, j'allais dire en puissance, ou en tout cas la multiplicité des attaques terroristes ces derniers temps, doit nous pousser à la réflexion. Je pense que c'est une situation qui démontre que notre système sécuritaire a besoin d'être renforcé. Et c'est d'autant plus nécessaire, à mon avis, qu'en plus du Nord, justement, où ces forces du mal semblent dicter les lois aux populations, elles sont en passe, n'est-ce pas, si ce n'est déjà le cas, de mettre la région de l'Est sous coupe réglée. Ça veut dire qu'il faut mener des actions d'envergure pour mettre fin à la terreur que vivent les populations de cette région. Et plus tôt on le fera, et mieux cela vaudra, pour la simple raison que la campagne agricole avance à grands pas. Alors il faut libérer les espaces qui sont occupés par ces terroristes pour permettre aux paysans de pouvoir mener les travaux sans perdre avec beaucoup plus de quiétude. Si on ne le fait pas tôt,
on risque d'avoir des soucis. Déjà, on le sait, hein, beaucoup de Burkinabés sont frappés par la famine. Alors, si on n'arrive pas à organiser la campagne agricole, si on ne récolte pas suffisamment de vivres, c'est clair que la situation de la famine va devenir chaotique pour le Burkina. Ça sera encore un autre problème à gérer. Alors, cela suppose que pour y arriver, pour mener toutes ces actions, cela suppose qu'il faut doter notre armée de moyens conséquents. Il faut renforcer le moral des troupes. Il faut renforcer la collaboration entre FDS et les populations. Il faut aussi équiper les VDP dont l'apport en matière de lutte contre le terrorisme n'est plus à démontrer aujourd'hui. Et je pense que cela est très nécessaire. Sinon, ça sera des actions ponctuelles qu'on va effectuer. On va effectivement faire des actions d'éclat, les gens vont applaudir, mais quelques temps après, bon, voilà, ça sera le statu quo, comme ce qui s'est passé par exemple à l'Est, avec l'opération au Tapoanou, les terroristes avaient effectivement fui la zone, mais quelques temps après, ils sont revenus. Oui, et donc aujourd'hui, les populations en souffrent. Certains confrères ont dit qu'il n'y a pas eu également, le service après-vente. Oui, justement, mais ce service après-vente, ça veut dire quoi? Que les zones qui ont été libérées, il faudrait que ces zones soient occupées par l'administration. Si les militaires font le feu et qu'ils arrivent à libérer une localité donnée, mais il faut nécessairement que l'administration puisse regagner cette partie. Voilà, puisse regagner et assurer la sécurité des populations. Oui. Sinon, les djihadistes vont revenir, c'est naturel. Oui. Comme on le dit, la nature aurait de vie, donc c'est clair et net. Oui. Oui. Abdoulaye Bari. D'accord, votre question, elle est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est donc la libération d'une commune. Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. L'armée burkinabé libère des zones tous les jours, qu'on communique ou pas. Et la question ici, le fait de se réjouir qu'il y a une commune qui a été libérée, pour moi, c'est un non-événement. L'armée burkinabé n'a pas de problème pour libérer une commune. Elle n'a aucun problème pour libérer une commune parce qu'en termes de rapport de force avec les terroristes, comme on dit, il n'y a pas match. Mais il se trouve que dans la méthode des terroristes, ce n'est pas une guerre classique où on a un ennemi en face qui affronte l'armée de façon frontale, comme on le dit. Non, ils ont des modes opératoires, ils se viennent à deux, attaquer, poser des mines, partir. Donc, pour une armée nationale, ça crée tellement de problèmes parce que vous ne pouvez pas envoyer, par exemple, 10 personnes dans chaque village du Burkina. On sera peut-être à peut-être 800 000 militaires qu'il faut envoyer. Donc, c'est le mode opératoire donc, des terroristes qui pose problème. Sinon, l'armée, en réalité, n'a aucun problème pour libérer un territoire. Donc, maintenant, ce que ça pose aussi comme enjeu majeur, il est important que lorsqu'on chasse les terroristes d'une localité, qu'on trouve la formule nécessaire pour qu'ils ne puissent plus revenir occuper et terroriser les populations. Lors du sommet de Pau, le G5 Sahel avait décidé d'appuyer les 5 pays-là dans le retour de l'administration. Jusque-là, je pense que ça piétine. Maintenant, la deuxième question, c'est sur le rapport des terroristes avec la population locale. À mon avis, ça participe donc de l'ancrage social et national donc des terroristes. Rappelez-vous, en 1998, lorsque le GSPC, le groupe salafiste pour le combat et la prédication en Algérie, qui, après sa défaite face au GIA algérien, s'est installé au nord du Mali, le GSPC, c'est-à-dire l'ancêtre donc de AQMI, a eu besoin d'avoir des alliances au niveau social pour renforcer, pour avoir un véritable ancrage. Ça s'est manifesté par quoi? Dans un premier temps, ils ont procédé au trafic de drogue, à des prises d'otages. On se rappelle donc des 33 touristes qui avaient été pris en otage, pour avoir de l'argent et financer les armes, mais aussi financer leur alliance au niveau local. Parce que vous vous situez dans des zones où la pauvreté sévit énormément. Donc cet argent qu'ils gagnent, ça leur permet de financer, on va dire, les besoins minimums de la population. Donc ça renforce leurs alliances avec la population parce qu'ils ont besoin aussi des soutiens de la population. Mais malheureusement, nos États sont structurés de telle sorte que l'État n'est pas présent partout et ne peut pas partout apporter des réponses adéquates aux besoins de population. Donc, je vais dire aujourd'hui, cette rencontre des groupes terroristes, ce ne sont pas des djihadistes, il ne faut pas
Il ne faut pas dénaturer le djihad. Il n'y a aucun djihad au Sahel. Il s'agit des terroristes purement et simplement. Donc, ça participe de leur ancrage social. C'est-à-dire, ça consiste donc à sceller des alliances avec la population pour avoir le soutien de la population contre l'État parce qu'ils veulent s'installer. Il n'y a pas une autre philosophie derrière. Oui, Albert, ils veulent s'installer, il n'y a pas une autre philosophie derrière, mais dans le même temps, l'armée qui est présente sur le terrain pour éviter que cet ancrage puisse se passer. Oui, Fousseni, il y a beaucoup à dire à la matière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au Burkina, on a une très bonne armée. Le problème maintenant, c'est au niveau du gouvernement. Il faut donner les moyens à l'armée pour pouvoir faire face à la situation. Le cas de Koumbri, aujourd'hui, c'est un cas qui mérite d'être parlé parce que en l'espace du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il y a eu plusieurs attaques. Et quand on sait bien que ce n'est pas loin de Ouaïga, à 35 km de Ouaïga, où il y a un camp, le 12e RIC est à Ouaïga, il y a le camp Zandoma également qui est à Ouaïga, et puis des terroristes viennent jusqu'à la porte de Ouaïga plusieurs fois, et puis il n'y a pas une réponse adéquate à la matière, et il y a problème. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas l'armée, le problème, c'est le gouvernement. Parce qu'on a vu aujourd'hui des VDP qui ont été salués plusieurs fois par le président Kaboré dans ses discours. Il a toujours rendu hommage à ces VDP. Et l'armée aujourd'hui, de façon unanime, vous dira que les VDP également apportent énormément à la lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Donc, on a trouvé que pour combattre le terrorisme, il faut des moyens endogènes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont été recrutés comme ça, qui n'ont pas fait une formation de 1 an ou 2 ans, sont en première ligne et véritablement contribuent en termes de lutte, en termes d'information également. Malheureusement, ils sont aujourd'hui les moins équipés. C'est-à-dire que parfois on vous dit qu'ils ne reçoivent pas ce qu'on leur a promis, comme je ne sais pas comment il faut les appeler, primes, ou bien il faut les appeler salaires, on ne peut pas dire salaire, mais bon, primes. Parfois, ils n'ont pas d'armement, ils ne sont pas équipés. Et souvent, des blessés qui restent comme ça, des orphelins, des veuves qui restent là et qui ne savent pas à quel sein se vouer. Donc, on voudrait bien qu'il y ait un combat contre le terrorisme, mais il faut qu'au sommet, on repense encore notre manière de faire, notre manière d'accompagner, que ce soit les VDP, que ce soit les forces de défense et de sécurité. On a vu ce qui s'est passé depuis jeudi à Koumbri, et même pas Koumbri, seulement à Caen et Ban. En l'espace de 48 heures, on a vu comment l'armée burkinabé et les VDP ont frappé la zone et puis les terroristes, certainement, se sont dirigés vers d'autres frontières, selon les informations qui nous reviennent. Alors, l'autre question, c'est de se demander pourquoi aujourd'hui les terroristes s'en prennent beaucoup plus aux civils, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali. On a vu ce qui s'est passé à Kodiel. C'est quand même des civils, et puis des civils qui sont à main nue, qu'on surprend soit sur les routes de marché ou bien la nuit, et puis on exécute de façon abominable. Et puis le lendemain, bon, on nous produit des déclarations qui parfois ne rassurent pas l'opinion et qui montrent en griffe une faiblesse encore de l'administration. Et je pense qu'on a une période cruciale. Et donc, à tous les niveaux, il faut que les services s'adaptent. Que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit également au niveau de la population dans leur vigilance, que ce soit également au niveau des forces de défense et de sécurité pour mieux faire les choses. Mais si les forces de défense travaillent sur le terrain, si les VDP travaillent et qu'au niveau de l'administration, parfois, on a l'impression que c'est négligé dans la manière de faire, de rendre compte, ça crée des frustrations naturellement. L'autre chose que je voulais ajouter, c'est par rapport à la réconciliation ou au vivre ensemble. Moi, j'ai l'impression que ces populations ont encore une longueur d'avance sur notre gouvernement. Parce qu'il y a à peine un mois, on me parlait de la province du Soum, où des populations de province Mouengao, ou encore d'autres localités s'entendent sous l'égide des ONG ou des associations, se rencontrent, se mettent d'accord et font une réconciliation, si on peut le dire ainsi. Ils commencent à fréquenter à nouveau les marchés, ils commencent à fréquenter à nouveau les lieux de culte qui n'étaient pas autorisés pour certaines personnes au regard de la détérioration de la situation. Et aujourd'hui, on voit encore que c'est des groupes armés dans le nord qui filment, qui communiquent avec les populations. Et nous, on est préoccupés par comment on résout nos problèmes ici, comment on réfléchit sur le forum national, comment on fait le schéma. Alors qu'au niveau de la base, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Il y a la stratégie. Et moi, je voulais finir par parler de cette question du président du Faso qui avait dit il faut que ceux qui ont pris les armes reviennent à la raison. Zéphirin Diabré l'a dit aussi dans son discours, il faut déposer les armes parce que ce sont nos fils. Mais après le discours, qu'est-ce qui suit? Aucun cadre de dialogue, aucun mécanisme mis en place pour échanger véritablement avec ceux qui veulent déposer les armes. Quand vous écoutez les populations du Nord, les populations du Sahel, ils vous diront qu'il y a des jeunes qui ont pris les armes, qui reviennent de façon officieuse. Échanger avec eux, ils regrettent peut-être leurs actes, ils veulent revenir peut-être dans la société, mais ils ont peur parce qu'il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. Alors aujourd'hui, si on travaille à désarmer ces gens ou à leur donner une assurance que vous avez pris le mauvais chemin, mais il y a la possibilité de revenir, voilà ce qu'on vous donne comme garantie. Si on arrive à récupérer 100 ou 200,
combattants entre les mains de ceux qui tuent chaque jour pour rien, vous allez voir qu'on contribue également à affaiblir les rangs des groupes armés terroristes. Donc, au-delà des discours, il faut aller très rapidement à des cadres de concertation, des mécanismes mis en place pour offrir véritablement des cadres à ceux qui veulent peut-être se repentir ou revenir à la normale, quoi. Oui, Barry, est-ce que cette nouvelle stratégie de ces djihadistes, même si vous voulez qu'on ne les appelle pas comme ça, souvent c'est entre eux-mêmes qu'ils s'appellent djihadistes, est-ce qu'elle n'est pas inquiétante, même si vous voulez nous rassurer que ça a déjà été implémenté sous d'autres cieux et ça a donné les résultats qu'on connaît? Oui, enfin, vous dites qu'ils se font appeler djihadistes. C'est normal quand on dit le djihad, donc ça veut dire qu'on va sur la couverture idéologique. Le djihad est une bonne chose, c'est la guerre sainte. Mais ils ne sont pas en guerre sainte, c'est des terroristes. Donc, on ne va pas confondre les termes. Mais ils ont besoin de cette couverture-là pour endoctriner les gens au niveau local. Surtout, les gens n'ont pas été forcément à l'école, ils n'ont pas un niveau avancé dans l'enseignement du Coran. Donc, c'est normal. Mais Albert a dit quelque chose. Il dit actuellement, ils s'en prennent aux civils et tout. Au fait, il faut comprendre une chose. La première cible des terroristes, ce sont les civils. La première cible des terroristes, ce n'est pas une armée. En cas de rébellion, une rébellion armée, sa cible, c'est l'armée nationale. Mais les terroristes, leur première cible, c'est la population civile pour créer la terreur au sein de la population et contraindre le gouvernement à céder des portions du pouvoir pour atteindre leur but. C'est ça le terrorisme. Leur cible première n'est pas l'armée nationale. Donc il n'y a pas de changement dans ce niveau, mais... Oui, non, je comprends ce que vous dites. Puisque tout le monde dit, bon, ils s'en prennent à des civils. Non, ils s'en prennent à des civils parce qu'ils veulent créer... Oui, ils s'en prennent aux civils parce que les civils leur permettent de créer plus de terreur. Maintenant, il y a une dimension d'ancrage de leur mouvement qui consiste donc à créer une alliance avec la population civile pour pouvoir s'installer, pour pouvoir être opérationnel, pour pouvoir faire plus de dégâts. Parce que si au niveau local, vous avez les populations, vous ne pouvez pas vous adosser à un village, vous ne pouvez pas vous adosser à une population, et puis bon, voilà, qui sont-ils? Ce sont des populations, c'est des gens qui sont issus de ces villages-là. Donc, il faut qu'ils aient, pas forcément la protection, mais une certaine sympathie pour une raison ou une autre de la population civile pour pouvoir exister et pour pouvoir avoir un ancrage. C'est ce qui m'amène à dire que si nous continuons à penser que la réponse au terrorisme, c'est finalement l'aspect militaire, on ne pourra pas s'en sortir. C'est là où il est important aujourd'hui de passer à une autre phase de la lutte contre le terrorisme. Nous avons expérimenté le tout militaire qui n'a pas forcément donné les résultats escomptés. Il est important aujourd'hui d'engager d'autres chantiers politiques et sociaux pour résoudre la question du terrorisme, surtout au Burkina où on n'a pas forcément Boko Haram qui est là, on n'a pas forcément des Afghans qui sont là. Voilà. Il y a des jeunes Burkinabés qui ont rejoint le terrorisme pour une raison ou une autre. Nous avons expérimenté l'option, le tout militaire, comme les Algériens l'ont expérimenté en 92. Aujourd'hui, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances. Il est important que le gouvernement, à travers des mesures politiques, des grands chantiers politiques et sociaux, puisse accompagner l'effort de l'armée nationale qui paie un prix cher sur le terrain. Vous avez dit, Albert a dit que les VDP sont en première ligne. Non, c'est l'armée qui est en première ligne, c'est l'armée qui paye le prix le plus cher, c'est l'armée qui mène le véritable combat contre le terrorisme. Les VDP viennent, les VDP sont des supplétifs. On ne peut pas, je peux terminer. Les VDP ne sont pas en première ligne, c'est l'armée nationale qui est en première ligne. Les VDP sont des supplétifs de l'armée nationale. On ne peut pas négliger le travail que l'armée a fourni depuis 2014, le prix que l'armée a payé, dire que c'est les VDP qui sont en première ligne. L'armée est en première ligne et elle paye un prix cher. Il ne nous reste pas beaucoup pour terminer cette émission. Si vous le permettez. Par rapport à ce que Barry dit, je dis pas, quand je dis les VDP en première ligne, il ne faut pas comprendre qu'ils sont, c'est eux qui
commandent, c'est eux qui font les trucs. J'ai dit qu'ils contribuent au renseignement, ils contribuent également sur le terrain. Ils ont un apport, oui. Voilà. Donc, quand je dis première ligne, il faut comprendre également le fait qu'ils sont au niveau local. Non, militairement, la première ligne, c'est la première ceinture au plan opérationnel. On ne va pas faire le débat sur les technologies militaires. Donc, mais vous comprenez au moins ce que je veux dire. Donc, je vais essayer de comprendre. Et puis on va passer au dernier sujet du débat. Non, justement, c'était pour dire effectivement que, bon, on comprend, hein, quand lui parle de première ligne, j'ai dit, étant donné qu'ils sont au niveau local, lorsqu'il y a une attaque, ils sont peut-être les premiers à agir. Mais ça ne fait pas d'eux, effectivement. Non, la première ligne d'Albert, c'est journalistique. Voilà, mais il faut, on s'adresse pas au terme militaire. Voilà, tout à fait. Non, je pense qu'ici, Barry, effectivement, a dit quelque chose que je trouve intéressant par rapport à l'accompagnement de l'action militaire. C'est vrai, le tout militaire, c'est connu, hein, dans aucun pays au monde. Vous allez gagner la guerre contre les terroristes en menant seulement le combat militaire. Sinon, les Américains auraient résolu le problème en Afghanistan, etc. Mais ici, c'est que tant que vous n'allez pas les affaiblir considérablement sur le plan militaire, il n'y a pas possible de négocier. Au Mali, ça piétine. Pourquoi? Parce que Koufa et Iyad se trouvent toujours forts. Mais quand l'armée malienne va arriver peut-être à un moment donné à les affaiblir, ils seront contraints à aller à la table de négociation. Et je pense que c'est ce que nous devons faire ici. Bon, la chance du Burkina, c'est que nous avons effectivement beaucoup quand même moi je qualifie beaucoup de bandits, plus que de terroristes effectivement. Mais c'est que ces mêmes bandits posent des actes qui terrorisent les populations. Par conséquent, ils sont des terroristes. Et donc je pense que c'est à ce niveau, il faut vraiment organiser la population. Et pour qu'on puisse faire le distinguo, pour effectivement protéger mieux nos villages. Comme je l'ai dit, si l'armée libère une localité donnée parce que des djihadistes, des terroristes avaient l'intention d'occuper l'espace, mais si on n'occupe pas et tout le monde s'en va, mais naturellement ils vont rester. Mais ça représente aussi coûte cher, il faut que tout ça c'est une prévision. Tout à fait, c'est normal. Vous permettez qu'on passe rapidement au troisième sujet. Cette affaire de mosquée de Pazani dans la capitale burkinabé. Le gouvernement burkinabé qui attribue le terrain litigieux à la Fédération des associations islamiques du Burkina. Albert, est-ce que pour vous c'est un cadeau empoisonné, d'autant plus que on parle de l'attributeur légal du terrain litigieux, on parle d'une décision de justice, on parle de beaucoup de choses. Non, en fait, bon, j'ai vu la décision du gouvernement aussi qui dit que c'est pour préserver la paix. Mais sauf qu'il y a un problème dans la prise de décision. Moi, je ne sais pas pourquoi on va dire que c'est pour préserver la paix. J'ai vu ce matin également les services de communication du ministère de l'administration territoriale, le ministère de Clément Saradgo, qui dit que dans sa déclaration, que le ministre a dit à Gawa que c'est passé sur les antennes de la télévision du Burkina hier à 20h. Que c'est pour éviter des tensions, des conflits, je ne sais pas moi. Des conflits communautaires. Pourtant, on dit chaque fois que force reste à la loi. Si la loi a décidé que c'est temps et que le pouvoir aussi a la force de son côté, la force, on va dire, républicaine, mais pourquoi aujourd'hui essayer de vouloir faire une autre médiation qui crée encore beaucoup plus de polémiques qu'elle n'arrange? Bon, je me dis que c'est le premier règlement que le gouvernement a trouvé. Le deuxième, on attend de voir comment le gouvernement va gérer aussi la crise de la communauté musulmane. Si également ça va se résoudre par ça. Bon, donc il faut vite faire également pour qu'on évite ce qu'on a peur de voir dans cette affaire de la mosquée de Pazani. Mais c'est regrettable que ce soit une décision du gouvernement vient, on va dire, moi je vais dire remettre en cause une décision de justice. Peut-être que le gouvernement dira que ce n'est pas remise en cause. Mais à mon niveau, je le vois comme ça, c'est une remise en cause et c'est dommage. On a dit qu'il ne faudrait pas que ça crée des précédents. Ce n'est pas évident parce qu'il y en a beaucoup de situations comme ça partout où des décisions de justice ont été données et des gens se plaignent. On appelle encore, on va voir peut-être le médiateur du FASO, on va voir d'autres institutions, le HCROUN, on va voir ailleurs pour dire de régler. Aujourd'hui, le cas des policiers de l'APN, la décision a été rendue depuis longtemps. Toutes les instances, je crois, au niveau de la justice ont été saisies. Le verdict est connu. Les policiers sont là. Ça fait combien de temps ils ne sont pas réintégrés ou bien rétablis dans leurs droits? Et on pense que ça, c'est moins important que ce problème de Pazani. Non, il faut traiter les problèmes au même niveau parce que c'est des gens également qui attendent et ça participe également de vivre ensemble ou la cohésion sociale que vous recherchez. Oui, Barry, c'est votre avis, puisqu'on l'a vu, l'intersyndicale des magistrats et puis des acteurs de justice, et puis le syndicat des avocats qui sont vent debout contre cette décision du gouvernement burkinabé qui, à leur avis, foule aux pieds des décisions de justice. Est-ce que vous comprenez
la décision, la façon de trancher du gouvernement burkinabé? Je vais essayer de comprendre, mais on va dire, si on se fie au principe purement juridique, alors ici, il y a véritablement donc a priori atteinte donc à l'autorité de la chose jugée, comme on le dit en droit. Donc ça peut créer, évidemment, comme les acteurs de la justice le craignent, un précédent dangereux parce qu'on assiste donc à une expropriation d'un individu au profit, sous le couvert d'utilité publique pour donner à une communauté. Parce que là aussi, on se trouve aussi, on va buter ici au principe de la laïcité, parce que la laïcité ne nous permet pas donc de prendre un espace jugé appartenir au public pour donner à une communauté, quelle que soit la nature de la communauté. Mais c'est aussi ça aussi la limite de nos lois, c'est la limite aussi de nos réalités. Par exemple, dans ce cas d'espèce, on serait aux États-Unis où la tradition des common laws allait, au lieu que le juge rende par exemple un arrêt donnant raison donc à monsieur comment il s'appelle, c'est Jacques, c'est ça. Au fait, il allait peut-être se pencher sur la notion du lieu de culte qui est sur le terrain et ses conséquences. Donc, à partir de là, il va dire si je rends cet arrêt-là, ça peut créer beaucoup plus de problèmes. Donc, le gouvernement est dans son droit aussi de procéder à une résolution politique, mais malheureusement d'une question judiciaire. Parce que qu'est-ce que le gouvernement craint? À mon avis, il s'agit, ils l'ont dit, de préserver la paix sociale. Effectivement, on est dans un contexte quand même très sensible, dans un contexte, on va dire, volatile, où ce problème, a priori, qui me paraît un petit problème, peut avoir des conséquences aussi graves sur la paix et puis surtout l'ordre public. Donc, je pense que c'est à ce niveau que le gouvernement a pris une mesure politique pour résoudre une question juridique. Et je dis, aujourd'hui, à partir du moment où vous l'appelez monsieur Zach, c'est ça? Jacques Sawadogo a accepté d'être dédommagé, je pense que le problème devrait être résolu. Là aussi, ça reste à être vérifié. Hein. Bon, oui, mais le ministre l'a annoncé. Bon, je n'ose pas croire que le ministre en charge du culte va nous mentir. Ça va être grave. Donc, à partir du moment où ce propriétaire donc, a accepté d'être dédommagé, le problème devrait être résolu. Mais à mon avis, il reste posé parce qu'on aurait pu résoudre ce problème avant qu'il y ait un arrêt de la justice. Parce que ça crée aujourd'hui, non pas un problème entre une communauté et un individu, ça crée un problème entre l'État et la justice. Et l'État est censé être le garant du bon fonctionnement de la justice sans implication, sans interférence aucune dans les procédures judiciaires. Oui, Boukari Oba, votre avis sur cette question, est-ce que vous pensez comme Barry, peut-être qu'on a peut-être laissé faire et aujourd'hui on veut utiliser la politique pour gérer des questions assez importantes? Je ne sais pas si laisser faire, c'est pas trop dit, trop fort, parce qu'au départ, c'est avant tout une affaire privée entre deux individus. C'est après quand les individus s'adossent à des communautés, notamment religieuses, effectivement, ça prend une autre ampleur. Sinon, au départ, c'était un conflit foncier entre deux individus. Et de tels conflits, il y en a beaucoup. Et moi, j'ai assisté à plusieurs reprises à des démolitions de lieux d'habitation parce qu'effectivement, la justice a jugé qu'on a donné raison à X et qu'on a dû déguerpir Y. Donc, c'est des choses qui sont courantes. Mais il faut admettre qu'ici, on est face à une situation assez particulière. Je crois que tout ce qui complexifie le problème, c'est la destruction du lieu de culte. C'est véritablement ça. Parce qu'il y a comme une sorte d'atteinte à une communauté. Et pas seulement à la communauté, mais au vivre ensemble même. C'est-à-dire, moi, que je sois bouddhiste, musulman ou quoi, la destruction d'un temple évangélique ou église catholique, ça peut me choquer d'une certaine manière. Donc le fait d'en arriver à la destruction effectivement d'un lieu de culte, d'une certaine manière, ça a un fort impact social que ça peut bouleverser effectivement notre vivre ensemble. C'est peut-être ça le gouvernement a voulu corriger en disant on va rétrocéder le terrain à la fêtière des associations islamiques pour éventuellement reconstruire ce lieu de culte-là. Et là, c'est normal que ça crée la polémique. Parce que
on a un acteur qui était plus ou moins étranger à la limite à l'affaire, parce que soit le terrain il revient à M. Guigma, soit il revient à M. Ouedraogo, ou bien il revient à l'État burkinabé. Mais quand l'État burkinabé dit, bon, pour vous départager, le terrain n'appartient plus à X ou à Y, je prends le terrain, et en retour, il vient dire, je remets le terrain à Z, on se pose la question, comment est-ce que Z peut être bénéficiaire, attributaire d'un terrain qui était litigé? Je crois qu'on aurait pu garder le terrain, en faire, si vous voulez, un terrain de foot pour les populations de ce quartier, ou en faire un jardin où tout le monde peut, à la limite, se balader, aller s'asseoir. Mais le fait de dire qu'on remet ça à la communauté musulmane, je crois que, du moins à la Fédération des associations islamiques, c'est là où c'est pas du tout compris. Au-delà du fait qu'effectivement, ça vient remettre en cause une décision de justice. Oui. Mais je crois aussi qu'on ne nous a peut-être pas tout dit, ou peut-être parce que la démarche même déjà elle n'est pas bonne. Si ça avait été une entente entre les acteurs, entre les différentes communautés, il fallait aller au-delà d'un simple communiqué du ministre de l'administration territoriale. On aurait pu voir une rencontre où on a tous ces acteurs-là qui sont là, à la fin qui nous pondent un communiqué qui n'est pas le communiqué du gouvernement, mais un communiqué des acteurs qui dit on s'est concerté avec effectivement l'assistant du gouvernement, ainsi de suite. Voici ce à quoi on a abouti. On va donner le terrain à X ou à Y. Ça aurait été moins polémiqué que de voir un simple communiqué du gouvernement. Et ça, après, le gouvernement essaie de rattraper en envoyant d'autres informations comme quoi c'est le propriétaire légal, on va le dire ainsi, puisque la justice semble avoir donné raison à une personne qui a décidé volontairement de remettre le terrain. Alors qu'au départ, ce n'était pas le cas. Le gouvernement dit qu'il désapproprie pour utilité publique. Ensuite, il vient dire que c'est l'intéressé qui a rétrocédé volontairement le terrain. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore comprises dans ce dossier. En 2 minutes, pour terminer, oui, Dabadi. Effectivement que le procédé utilisé pose effectivement un problème. C'est-à-dire qu'on aurait pu résoudre ce problème sans passer par la voie judiciaire. Comme on le dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Lorsqu'on décide d'aller en justice, mais c'est celui qui remporte le procès qui a pratiquement raison. Et c'est ça qui a conduit... Sauf qu'il y a eu une affaire dans l'affaire. Bien sûr. À partir de la destruction... Oui, mais justement, pourquoi on en est arrivé là? Parce que, premièrement, le juge a ordonné la cessation des travaux de construction sur les sites. Et M. Moussa Digma n'a pas obtempéré. Le juge était obligé d'ordonner son expulsion du terrain. Et c'est la 3e décision qui portait sur la destruction des constructions faites sur le terrain. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une procédure en fait. Une première décision, une seconde et une 3e. Mais ça, c'est un processus normal de l'ordre judiciaire. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on aurait pu résoudre le problème sans en arriver là. Mais quand on saisit rapidement la justice pour un problème qu'on considère aussi sensible, mais ça pose un véritable problème. Le juge ne peut que trancher. Et lorsque le juge tranche, effectivement, mais soit on exécute la décision de la justice ou on ne l'exécute pas. Donc je pense qu'ici, sinon la question d'expropriation, c'est normal, c'est autorisé au Burkina Faso par notre constitution en son article 15. Mais ici, on l'a fait effectivement, et la condition, c'est vrai, ça a été dit, c'est sous l'utilité publique. C'est exactement ce qui est prévu dans nos textes. Mais sauf que dans le problème ici, le cas ici justement, le problème c'est que on a laissé d'abord la justice rendre une décision. Et il a donné raison exactement, avant de vouloir résoudre ça politiquement. Du coup, ça pose un problème. Mais bon, si ça peut contribuer et apporter la paix à Pazani, mais c'est tant mieux. Voilà. C'est surtout ça. Voilà. Non, je pense qu'il est l'heure, je ne l'ai pas abusé. Oui, d'accord. Je pense qu'il est l'heure. Merci à tous les 4 d'être venus. Abdoulaye Bari est journaliste indépendant et analyste politique. Boukari Ouba est rédacteur en chef des éditions, en fait, de Mutation, le journal d'investigation. Et Dabadi Zumbara est rédacteur en chef des éditions Le Pays. Et Albert Nangrego est directeur de publication de Libre Info. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.